il faut imaginer que chaque marque a la moitié de son budget sur le digital. Et d'un seul coup, on lui dit, ce qui sert essentiellement en fait dans la gestion de la performance, dans le ciblage, ça va disparaître dans 12 mois. Ok, donc écoute, ça fait une super transition pour passer à la partie 2. Donc justement, cette révolution, en mai 2018, on a la mise en œuvre du RGPD. On a ensuite certaines décisions qui sont prises, tu l'as dit, par Firefox, et puis il y a la décision de Google par rapport à Chrome d'interdire le cookie tiers. On a Apple aussi, hein, qui, faut pas l'oublier, a Exactement. aussi Ouais. tout bloqué. Donc, d'après toi, d'où ça vient en fait cette révolution du cookie tiers et cette disparition progressive de cet instrument de tracking? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'une part un certain nombre, en fait, voilà, il y a l'image même du cookie. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, le cookie est souvent associé à tracking, donc potentiellement problème de gestion des données personnelles. Ça va souvent être associé aussi à une expérience publicitaire quelquefois médiocre. Je pense au retargeting. Lorsque tu revois la même paire de chaussures que tu as visitées pendant 15 jours 10 fois par jour, ça énerve tout le monde. Tous les consommateurs en fait sont énervés par ce type de pratique. Donc c'est vrai que le cookie, ça n'a jamais été associé à quelque chose de réellement positif. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que tous les problèmes majeurs de privacy, donc de données personnelles, de vente, de fuite, etc., ne sont pas liés au cookie. Aujourd'hui, lorsqu'on parle en fait de fuite de données, on pense à Facebook, on pense à Google, on pense à Amazon. Donc ce sont des espaces fermés, ce qu'on appelle les wall gardens, où justement le cookie a moins d'importance parce qu'on est connecté directement donc, sur ces services-là. Mais c'est vrai que je pense que le cookie a malheureusement été, on va dire, un dommage collatéral de ces fuites de données, de ces problèmes de gestion de données personnelles. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde se bat contre le cookie, alors qu'en fait, la majorité, encore une fois, des problèmes liés aux données personnelles sont plutôt chez les walled gardens, plutôt chez les GAFA, où là, le cookie n'a que peu d'importance. Est-ce que ça veut dire que le reciblage ou le retargeting, comme on dit en anglais, va complètement disparaître avec la fin du cookie tiers? Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre, on y reviendra certainement tout à l'heure, il y a un certain nombre de possibilités dans le ciblage. Mais le reciblage, donc le retargeting, lui, il est essentiellement, quasi exclusivement basé sur le cookie. Donc, si tu n'as plus de cookie, si tu ne sais plus effectivement que la personne est venue précédemment, tu ne peux plus effectivement recibler cette personne. Donc, dans les faits, on a effectivement la disparition du retargeting tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je dis tel qu'on le connaît aujourd'hui parce qu'effectivement, on l'évoquera certainement aussi tout à l'heure, Google propose une nouvelle approche qui est voilà, qu'on appelle les cohortes, les flocs. Donc l'idée, c'est de remplacer donc les individus par des groupes. Et on pourra effectivement, il y a un certain nombre de propositions de Google, on pourra utiliser ces flocs pour faire du ciblage, du reciblage. Donc en gros, plutôt que de recibler une personne spécifiquement, on va recibler un groupe de personnes. Donc ce sera une nouvelle façon de faire du retargeting. Donc oui, le retargeting tel qu'on connaît aujourd'hui, du retargeting individuel, clairement, il est amené à disparaître. Par contre, on aura une autre forme de retargeting basée sur des groupes et non plus des individus. Est-ce qu'on va encore pouvoir faire de la publicité en ligne comme on la connaît aujourd'hui? Oui, c'est un sujet qui est central parce que aujourd'hui, en moyenne, en fonction des marchés, c'est plus de 50% des investissements publicitaires qui sont sur le digital. C'est juste, ouais. Euh, voilà, donc même en Chine, hein, ça monte jusqu'à 65%, en France, c'est plutôt 45%, et grosso modo, dans le monde, c'est à peu près 50%. Donc aujourd'hui, en fait, il faut imaginer que chaque marque a la moitié de son budget sur le digital. Et d'un seul coup, on lui dit, ce qui sert essentiellement en fait dans la gestion de la performance, dans le ciblage, ça va disparaître dans 12 mois. Donc oui, c'est clairement en fait c'est un sujet chaud, hein, tu l'évoquais tout à l'heure. L'année dernière, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'effectivement en 2022, ça paraissait très loin. Et là, on le voit en fait depuis le mois de janvier, c'est le sujet chaud clairement en fait de l'année. Parce que les marques se disent, ok, il me reste une année, 2021, pour trouver la solution et savoir comment les 50% de mes investissements médias, je vais pouvoir les utiliser dans moins d'un an. Donc clairement c'est un sujet chaud, mais oui en fait il y a un certain nombre de solutions qui existent, donc, ouais, qui sont différentes, qui seront encore une fois il y aura un avant, un après, ça c'est certain, hein, je pense que c'est la plus grande révolution que le digital ait connue. Donc oui on pourra faire des choses et on pourra toujours investir et avoir en fait un maximum de retour sur investissement.
Mais ce qu'on va faire l'année prochaine, clairement, sera très différent de ce qu'on faisait en 2020. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu expliques que, en gros, les agences ont attendu jusqu'au dernier moment. En gros, elles attendent jusqu'au 2000, enfin, elles attendent maintenant pour se mettre à jour en 2022, alors que, en fait, c'est clairement une tendance qu'on voyait. Moi, je me souviens avoir publié un article et donné des conférences dès 2017, donc dès avant la mise en application du RGPD, dans lesquelles je disais il faut oublier la tierce partie, miser tout sur tout ce qui est first party, parce que c'est là qu'est l'avenir. Comment est-ce que tu expliques qu'elles ont été aussi lentes, entre guillemets, pour s'adapter et pour changer? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est une tendance de fond, cette problématique autour du cookie et on va dire autour de la privacy au sens large, de la donnée de la gestion des données personnelles. C'est quelque chose que l'on voit dans les radars depuis plusieurs années. Donc la fin du cookie tiers, c'est simplement la dernière étape de ce processus. On l'évoquait tout à l'heure, hein, Firefox a réduit, Safari a réduit aussi. On a la RGPD qui a sensiblement, à un niveau international, réduit les possibilités. Donc clairement, c'est un processus. Et comme tout processus, effectivement, il y a une vitesse, il y a un début et il y a une fin. La problématique, effectivement, c'est que tout le monde a vu le début de ce processus-là. On avait du mal à voir la fin. On se disait, bah oui, mais c'est pas très grave, c'est un sujet qui de toute façon sera traité, etc. Google, en annonçant la fin du cookie tiers en 2022, donne le là. Voilà, ça met une date de fin en fait du cookie tiers. Et donc encore une fois, je pense que l'année dernière était une année très compliquée avec le Covid, avec des modifications substantielles, des gens qui arrêtent les investissements médias, d'autres qui vont plus vite, mais qui changent en fait le split des investissements. Je pense qu'effectivement 2020, clairement, a été une année particulièrement complexe pour les éditeurs, pour les marques et pour les annonceurs, et tout le monde était focalisé pour sauver son business. Voilà. Et ce qui explique qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a quand même une sorte de flou général sur ce qu'on pourra faire. Et tu le sais comme moi, lorsque c'est un peu flou, on se dit, bon, bah, on va attendre un petit peu que ça s'éclaircisse, et puis on ira au dernier moment. Et c'est souvent le cas, effectivement, en Europe. On attend souvent, et particulièrement en France, on attend toujours le dernier moment. On se dit, voilà, on trouvera la solution au dernier moment. C'est peut-être aussi peut-être le côté latin là-dessus. Mais effectivement, aujourd'hui, sauf que le dernier moment, c'est dans moins d'un an. Et là, on le sent bien, hein. Aujourd'hui, tous les éditeurs, les annonceurs, tout le monde se pose en fait clairement la question. Il faut y aller parce qu'en fait, comme il y a un certain nombre de possibilités qui existent, il faut les tester cette année pour pouvoir orienter l'année prochaine vers les 2-3 techniques qui seront les plus efficaces. Parce que là, aujourd'hui, on a le choix. On peut utiliser du cookie. Et honnêtement, tout le monde utilise du cookie. Et tout le monde utilisera du cookie, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Mais l'année prochaine, quand il n'y en aura plus, la question est, qu'est-ce que je fais de mes 50%? Bon, il y a déjà une bonne partie qui part chez les GAFA, mais qu'est-ce que je fais de ces 50%? Et donc là, on est dans une accélération. Donc 2021 sera certainement l'année des tests. Voilà, je pense qu'il va y avoir des tests dans tous les sens pour pouvoir en fait affiner les stratégies. Et en 2022, on va voir effectivement, c'est un peu comme la tectonique des plaques, on va voir vraiment des changements de plaques, de position. C'est vraiment l'opportunité, une opportunité immense de rebattre les cartes du marketing digital. Donc on va avoir des choses très différentes, je pense, dans 2-3 ans par rapport à la situation actuelle. Ok, donc ce qui est peut-être important, juste avant de passer à la prochaine partie, qui est l'avenir justement de l'écosystème publicitaire, c'est de rappeler que ouais, il y a 50% des investissements publicitaires qui aujourd'hui se font dans le digital. D'ailleurs, tu le soulignais, 2020 est vraiment une année de transition, une année très spéciale pour toutes les agences médias et tous les annonceurs. Tout s'écroule en gros. On a moins 10, moins 11, moins 12% sur l'ensemble des investissements publicitaires. Il y a juste un secteur ou en tout cas un canal qui progresse encore un petit peu, c'est celui du digital. Alors il y a des lecteurs sur mon blog qui m'ont dit oui, mais tu avais dit, Pierre-Nicolas, que même le digital allait souffrir et que... Alors oui, le digital a souffert. Il a augmenté, mais il n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que ce qu'il aurait dû augmenter. Hein. C'est plus de 2%. Ah oui. Donc c'est toujours positif, mais c'est pas aussi positif que ça aurait dû. Oui, je rebondis. On a eu les chiffres sur le marché français en fait, il y a 2 jours. C'était 12% en 2019, c'est 3% en 2020. Et lorsqu'on regarde en fait cette répartition, on voit en plus qu'il y a des canaux qui sont clairement en baisse. On le voit même, hein, c'est-à-dire que Facebook a fait une petite année, Google a fait une très petite année,
alors que ce sont des boîtes qui ont toujours connu des très très grosses croissances. Donc lorsque les locomotives elles-mêmes sont impactées, oui, clairement le marché, comme je suis complètement d'accord, l'année dernière était une année très particulière et on voit des choses aussi qui ont été particulières, c'est-à-dire que en fait tout le branding, c'est ce qui ressort là dans toutes les statistiques qu'on a pu avoir là sur les derniers jours, le branding a été très impacté donc avec le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les campagnes de marque ont été impactées, donc en fait réduites. Et là, les annonceurs se sont rués en fait sur les techniques plutôt de performance, en gros pour sauver le business, hein, pour être simple. C'est bien la notoriété, mais il faut sauver le business. Et en fait, à la fois sur programmatique, sur Facebook, etc., ce qu'on a vu, c'est le retour par contre du branding sur la deuxième partie d'année et à partir de septembre. Et là, avec des retours de croissance très très forts. Donc en fait, on a une année qui est à moins 3% ou à moins 2% en fonction des marchés, mais une année qui a deux parties, une première partie d'année H1 et une deuxième partie d'année H2, avec des comportements complètement différents, des investissements complètement différents. Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis, cet aspect branding, ce qui a fait, et là aussi je me suis pris plein de critiques sur Internet parce que j'ai osé critiquer la pub d'Intermarché qui a fait larmoyer toute la France. Donc je le dis pendant ce vidéocast, je n'ai pas aimé la pub d'Intermarché parce que c'était que de l'émotion, c'était que du pathos et ça ne m'a pas plu. Mais c'est symptomatique de cette partie H2 dont tu parles, c'est que oui, il y a eu un branding tout à fait différent sur cette deuxième partie d'année où après avoir sauvé les meubles, eh ben, on essaie de se projeter sur quelque chose d'un peu différent. Oui, et sur le confinement, c'est l'exemple que tu donnes, il est très bon. En fait, nous, on travaille avec des dizaines d'annonceurs. Du jour au lendemain, au mois de mars, la grande partie en fait des investissements ont été arrêtés. Et là, on a vu deux types de comportements. Donc pendant 2, 3 semaines, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'effectivement, personne ne savait comment on allait être mangé, donc personne en fait n'a réagi. Et en fait, un mois après, on a commencé à avoir deux types de comportements. Ceux qui nous disaient on attend, et il ne se passait pas grand-chose, et ceux qui sont revenus en force. Et donc typiquement Intermarché a fait partie des premières marques qui ont sorti des spots effectivement basés sur les valeurs, sur l'émotion, etc., etc., qu'on a vu en télé, qu'on a vu sur le digital. Et donc en fait on a eu deux types de comportements. Les marques qui ont surinvesti durant la période du Covid et qui ont clairement pris des parts de marché et du top of mind, et les marques qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas su investir et qui ne savaient pas quoi dire, qui ont été tétanisées par la crise, et là effectivement qui ont perdu des parts de marché. Et tout ça, ça s'est rééquilibré avec le mois de septembre où tout le monde en fait là a remis le paquet, quel que soit le secteur touché quasiment.